Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. La vérité en face, il est 9h30. Le débat avec nos invités, nous allons évidemment revenir sur le deuxième tour, les résultats de ces élections municipales, avec l'information qui prime ce matin, la mort de Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre âgé de 88 ans et donc décédé, annonce officielle ce matin par l'agence France Presse. Avec nous autour de la table et restez avec nous Françoise Degois. Vous aviez bien connu l'ancien Premier ministre, vous aviez même suivi sa campagne, vous l'aviez évoqué à l'instant avant la pause en 2002, même. Pendant des années, oui. Avec nous également Lucas Jakubowicz, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine, auteur de Vote religieux, un tabou français aux éditions de l'Observatoire. Vous étiez venu dans cette émission en parler assez récemment sur Sud Radio. Également Paul Sébille, le retour. Bonjour. Paul, analyse d'opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone. Messieurs, vous avez un regard très acéré sur ce qui s'est passé dans cette campagne de deuxième tour. Nous allons évoquer également en même temps, en parallèle, parce que tout est lié dans la vie politique de ce pays, la disparition de Lionel Jospin. Messieurs, je vais vous poser une question toute simple. Vous êtes des jeunes gens. Je commence par vous, Lucas Jakubowicz. Qu'est-ce que vous inspire Lionel Jospin, même si ce n'est pas votre génération? C'est ma génération parce que, entre guillemets, j'ai socialisé avec Lionel Jospin. Je me suis intéressé à la politique à l'époque. Lionel Jospin était en pleine ascension. J'étais adolescent, en fait. Vous étiez adolescent. Parlez bien dans le micro, oui. Ce que je me rappelle, c'est qu'en fait, c'était toujours la même chose. Il y avait Lionel Jospin et le patron du PS. Et ensuite, on avait les autres petits partis de gauche qui, automatiquement, étaient en position de faiblesse et s'alliaient au PS et à Lionel Jospin. Donc, Lionel Jospin, d'une certaine façon, était le chef et le boss de la gauche. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus beaucoup le cas et quitte à être taquin, je pense qu'un adolescent aujourd'hui ne verrait pas Olivier Faure comme le boss de la gauche. Vous voulez dire qu'à l'époque, c'était plutôt bien organisé, les choses, la maison était tenue. Et il y avait une hiérarchie très claire entre le principal parti de la gauche qui était social-démocrate et le reste qui pouvait garder sa sensibilité, mais qui, in fine, ne devait son existence qu'au PS. Paul Sébille, même question. Lionel Jospin, qu'est-ce que vous inspire l'ancien Premier ministre ? Moi, quelle image au fond? Quelle image? En 2002, c'est vrai que c'est pour notre génération, donc les trentenaires, c'est un peu le premier souvenir. C'est-à-dire, moi, je me souviens avoir célébré de joie la réélection de Chirac, mais je ne comprenais évidemment pas ce qui se passait vraiment. Par contre, c'est intéressant de voir le lien entre la situation à l'époque, la gauche très divisée, affaiblie d'une certaine façon, et aujourd'hui, puisque en 2017, en 2022, la gauche n'était pas au second tour, ce qu'on avait déjà vu en 2017, et on le voit aujourd'hui avec les résultats des municipales. On sent que la gauche a envie d'union, mais ne sait pas vraiment comment l'exprimer, en partie parce que la faiblesse du PS relative, on verra peut-être, mais facilite ces débats en interne et ne rendent pas les choses évidentes pour 2027. Françoise Degois, oui. Écoutez, moi je veux bien qu'on fasse un monde idéal de ce qu'était la gauche avec Lionel Jospin. Lionel Jospin, l'hégémonie du PS a été aussi une forme de dramaturgie pour l'ensemble des partis. Oui. C'était totalement castrateur, et à tel point que la première rupture se fait avec l'homme qui a permis à François Mitterrand d'unir le Parti Socialiste, c'est Jean-Pierre Chevènement. Moi j'étais même toute petite, 71 congrès d'Épinay, c'est grâce à Jean-Pierre Chevènement que François Mitterrand devient, lui, véritablement le boss de toute la gauche. Et puis la réalité, c'est que le premier qui rompt avec Lionel Jospin, c'est Jean-Pierre Chevènement. Il rompt sur la question, vous connaissez bien Jean-François, sur la question de la Corse. Et c'est une rupture d'une violence extrême. Et là, tout commence à se détricoter. Et on se rend bien compte qu'en réalité, les partenaires communistes, etc., étouffent avec cette hégémonie du Parti Socialiste. Et d'une certaine manière, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que, moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste n'est pas si faible que vous voulez bien le dire. Il a juste un problème de cohérence. LFI, c'est antisémite ou ça l'est pas. Bon, donc là, à mon avis, c'est un sujet majeur pour la présidentielle. Mais la réalité, c'est que il vaut mieux avoir des partis qui respirent, même si c'est un peu en apparence bordélique. Je vous assure qu'avec Lionel Jospin, c'était tellement au carré, c'était tellement autoritaire, c'était tellement hégémonique. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout le monde est parti pour la présidentielle. Christiane Taubira est partie, Jean-Pierre Chevènement est parti,
Et à la fin, il manque 200 000 voix à Lionel Jospin. Mais c'est aussi lié à cette maladie socialiste, et pourtant j'aime le Parti socialiste, mais c'est lié à cette maladie socialiste de l'hégémonie. Et d'une certaine manière, ok, c'est un peu bordélique là, mais la réalité c'est qu'il faut laisser vivre les partenaires. On ne peut pas avoir d'alliage qui tienne sur l'autorité. Regardez Jean-Luc Mélenchon. Il est un camarade de Lionel Jospin. Ils ont même été Lamberto tous les deux. Lionel Jospin vient de l'OCI et Jean-Luc Mélenchon vient de l'OCI, c'est-à-dire le trotskisme le plus dur. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui a été socialiste pendant très longtemps, au moins un quart de sa vie, connaît très bien le Jospin et gère la France insoumise comme on pouvait gérer le Parti socialiste en vertical comme ça. Mais à un moment donné, ça craquera parce que les temps ne sont plus à la verticalité, ils sont à l'horizontalité. Alors, il y a des tweets qui sortent, enfin des messages sur X, le réseau X de Jean-Luc Mélenchon qui apprend donc le décès avec tristesse, dit-il, de Lionel Jospin. Et que dit Jean-Luc Mélenchon? Il dit « Ce fut un modèle d'exigence et de travail. Il restera l'homme des 35 heures. » Ça a été dit par nos auditeurs tout à l'heure. De l'Alliance rouge-rose-vert. Et oui, souvenir du refus de toucher à l'âge de départ à la retraite et une présence intellectuelle dans un univers qui partait à la dérive. J'ai été son ministre de l'enseignement professionnel et son appui total dans cette tâche reste mon souvenir reconnaissant. Il y a une petite note, on va dire, de nostalgie. Si l'on regarde la situation actuelle, je commence par vous, Lucas Jakubowicz, aujourd'hui, vous disiez jadis, vous avez grandi avec l'image d'un Premier ministre qui tenait la boutique, si je puis dire, et les rôles étaient bien partagés. Quand vous voyez les résultats des élections municipales, et ce matin, Pierre Jouvet, le secrétaire général du Parti socialiste, a semblé vouloir enjamber un petit peu cette réalité, vous direz que la boutique n'a pas été tenue cette fois-ci? Ça dépend ce qu'on appelle tenir la boutique. Si tenir la boutique, c'est avoir des convictions, être droit dans ses bottes, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, effectivement, la boutique n'est pas tenue. Je vous rappelle quand même qu'une semaine avant le second tour, le Parti socialiste avait dit que le LFI était un parti antisémite, violent, et que jamais il y aurait d'accord national, ce qui signifiait d'ailleurs qu'il pourrait y avoir des accords locaux. Mais à l'époque de Jospin, on aurait dit pas d'accord national et pas d'accord local. Les choses auraient été beaucoup plus carrées, disons. Donc non, aujourd'hui la boutique est bien moins tenue, il n'y a plus d'armature idéologique, on ne sait plus trop où on va, mais je précise quand même qu'il y avait des débats internes, déjà à l'époque de Lionel Jospin, il y avait vraiment le débat entre est-ce qu'on prend la social-démocratie sauce Tony Blair, Gerhard Schröder à l'époque, ou bien est-ce qu'on reste sur une gauche traditionnelle? Il y avait ce débat. Jospin avait choisi, je tiens à le dire. Excuse-moi Lucas, c'est vrai que Jospin avait choisi. J'ai des souvenirs de déplacements au Danemark où il évite soigneusement de croiser Tony Blair parce qu'il sait très bien que par rapport à la gauche française, Tony Blair, c'est la pop star de l'époque. C'est vraiment le Pedro Sanchez côté libéral. C'est la star socialiste, si vous voulez, de l'Europe. Et Lionel Jospin a vraiment un problème, d'abord de jalousie un peu masculine, je pense, mais aussi il a vraiment un problème de positionnement. Il sait que ça ne peut pas passer avec sa gauche et vous avez raison de souligner ça, Lucas. On lui fera beaucoup de reproches d'ailleurs pendant la campagne présidentielle d'avoir dérivé sur les rives social-libérales de Tony Blair. Mais je rappelle quand même qu'à l'époque de la gauche plurielle, à l'époque où Lionel Jospin était Premier ministre, même quand on est de droite, il faut reconnaître que les indicateurs économiques étaient bons. L'emploi, le taux d'emploi augmentait, la dette publique diminuait. Il y avait même une cagnotte, Lucas. Et on avait même un budget il n'était pas excédentaire, mais en tout cas, on comblait le déficit. Mais c'est vrai qu'il y avait à l'intérieur du Parti socialiste vraiment le débat entre on est la gauche sociale traditionnelle ou on est la gauche plus rocardienne social-démocrate. Mais à l'époque, la synthèse se faisait. Et comme vous disiez tout à l'heure, Françoise, finalement, en public, personne vraiment ne contestait. Ce débat qui a donné lieu à des déchirements sous la présidence Hollande et qui aujourd'hui, Paul Sébi se vérifie dans les urnes. Il y a une forme de rupture. Que dites-vous ce matin pour avoir analysé, tout comme Lucas Jakubowicz, les résultats des élections, et nous revenons à Lionel Jospin, rassurez-vous, de deuxième tour, enfin des élections municipales tout court. Vous diriez que ces accords qui ont échoué sont au fond epsilon, comme a semblé vouloir le dire Pierre Jouvet ce matin sur Sud Radio, ou au contraire sont un véritable échec pour la gauche?
C'est quand même un échec parce que on n'a toujours pas résolu ce problème d'incarnation déjà premièrement, et ces débats, Lucas l'a rappelé, sur l'antisémitisme et plus généralement sur la ligne. Mais l'antisémitisme, c'est très intéressant parce que par exemple à Strasbourg, où LFI s'est allié aux écologistes, dans les quartiers où il y a une forte communauté juive, les gens ont plutôt voté pour Catherine Trottmann, socialiste. Oui. Plutôt, alors qu'à d'habitude ils votaient plutôt à droite ou au centre, justement par crainte de ça, de LFI, de cette gauche qui est vue comme hostile, considérée comme hostile. Donc finalement, ces problèmes-là, donc le PS avait dit on ne s'allie pas, et finalement ils le font de façon locale. Ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on l'imaginait. Moi je pense que notamment même à Nantes, la droite a fait un très très bon score à Nantes. La maire socialiste a été réélue, mais malgré tout quand même pas si facilement que ça. Donc la réussite de ça, elle est très localisée. De toute façon, on peut pas faire une lecture nationale de ce qui s'est passé, mais si quand même. Un petit peu quand même. C'est un plantage total des accords de LFI. C'est-à-dire les accords avec LFI n'amènent que l'échec. Pardon, Lucas. Non, allez-y. N'amènent que l'échec, sauf à Nantes, bien sûr. Dans toutes les conquêtes, le Parti socialiste tout seul gagne, c'est-à-dire Saint-Étienne, Amiens. Dans toutes les conquêtes où il est allié avec LFI, il perd. C'est vraiment implacable, que ce soit Limoges ou que ce soit Avignon. Et évidemment, ne parlons pas de Toulouse, qui est le symbole. Lucas Jakubowicz. Oui, Paul parlait de Toulouse et de la communauté juive. Moi, de Strasbourg, pardon. Toulouse aussi. Ce qui est intéressant à Strasbourg, c'est qu'il y a des quartiers qui sont des cités avec un électorat qui est très LFI compatible. Notamment les quartiers de Haute-Pierre et de Cronenbourg. Et au premier tour et au deuxième tour, il faut quand même rappeler que LFI n'a pas surperformé dans ces quartiers. C'est Catherine Trottmann qui a terminé en tête. Donc Catherine Trottmann, non seulement termine en tête dans les quartiers plutôt bourgeois, mais aussi dans les quartiers populaires. Et j'aimerais profiter de quelques minutes d'antenne pour quand même dégonfler une idée reçue. Quand Jean-Luc Mélenchon dit « nous, ce qui nous intéresse, c'est la jeunesse et les quartiers populaires », en réalité, quand on regarde le résultat des municipales, dans les quartiers populaires, LFI n'a pas forcément cartonné. Alors qu'il est dit que c'est un immense succès. C'est faux, en fait. C'est faux. La réalité électorale, c'est autre chose. Moi, je regarde les éléments de langage des politiques, très bien. Je regarde la carte électorale. Je prends par exemple le cas de Montpellier. La candidate LFI, Nathalie Oziol, a fait, mais vraiment, c'est la quintessence de la rotable communautaire. En allant plus ou moins suggérer que Mickaël Delafosse était sioniste génocidaire, en axant sa campagne dans les quartiers populaires de la Mosson et de la Paillade, quartiers dans lesquels une mère de famille voilée avait interpellé le président de la République en disant « mais en fait, il n'y a pas de diversité dans ces quartiers ». Bref, on regarde les résultats de LFI dans ces quartiers populaires. Ils sont pas très bons. Nathalie Oziol, elle est 4e. Elle est derrière le maire de la Fosse, elle est derrière Moed Altrad et elle est derrière Philippe Sorel, qui est très implanté localement. Vous voyez ? Et là où elle fait ses meilleurs scores à Montpellier, c'est dans les quartiers bobos. Les intellectuels. Et même dans les quartiers nord de Marseille, c'est pareil. Je voudrais aller dans le le sens de ce que dit Lucas, qui est tout à fait réel, et résumer, pour les gens qui nous écoutent, allez regarder dans les quartiers, c'est tout à fait juste ce qu'il dit. Pour résumer en une phrase, LFI a pris 10 mairies. Ok. Sur les 10 mairies, il y en a 9 qui étaient des mairies de gauche. C'est-à-dire que LFI, qui est le chantre officiellement dans les éléments de l'Union de la gauche, etc., les plus gros gains se font sur le dos de candidats socialistes. Le principal, c'est évidemment Saint-Denis avec Mathieu Hanotin. Deux réactions à la disparition de Lionel Jospin. Ségolène Royal nous quitte avec lui un idéal politique, dit-elle, d'une rare honnêteté, guidée par une exigence morale constante. C'est une idée qui revient souvent. Yann Brossa également, qui a participé au succès d'Emmanuel Kagor à Paris, qui est écrit, il incarnait une certaine idée de la politique faite de rigueur morale, là encore, et d'honnêteté intellectuelle, loin des tapages de la démagogie. La France, Paris et le 18e, on revient aux élections, lui doivent beaucoup. Nous poursuivons ce regard sur ce deuxième tour des élections municipales et la disparition à 88 ans de Lionel Jospin. Vous restez avec nous. La vérité en face, la suite, 0826 300 300, si vous souhaitez participer. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face.
Jean-François Akili. Allez, le résultat de ces élections municipales, quel regard porter sur ce qui va se produire désormais d'ici à 2027, qui gagne, qui perd, chacun est plus ou moins vainqueur dans son coin, hein. Chacun revendiquait sa part de victoire hier soir, c'était assez cocasse, plus que jamais, hein. C'est très difficile au fond de décider qui gagne, qui perd, c'est un peu selon. Il y a quand même, c'est quand même aussi on va dire la transcription de ce qui se passe désormais dans la vie politique française, ce très grand morcellement de la vie politique. Françoise Degois. Oui, je suis d'accord, mais vous verrez que en termes de masse électorale, vous verrez que les deux grands partis de gouvernement sont objectivement les vainqueurs de ces élections. Oui, mais encore faut-il se qualifier pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, qui est une autre mécanique. Et j'allais vous le dire, c'est-à-dire que autant Jordan Bardella peut échouer dans les municipales et ça ne remet pas en cause son positionnement et sa performance en 2027 l'an prochain, ça n'est pas vrai pour Bruno Retailleau, ça n'est pas vrai pour le Parti socialiste. Et ce matin, la mort de Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre à 88 ans, Paul Sébille, dans le message qu'écrit Jean-Luc Mélenchon sur le réseau X, il rappelle ce modèle d'exigence et de travail, c'est ce que dit l'ancien ministre de Lionel Jospin, et il dit il restera l'homme des 35 heures, de l'alliance rouge, rose, vert et du refus de toucher à l'âge de départ de la retraite, qui sont des sujets très actuels, qui se sont retrouvés dans le scrutin des récentes législatives, et quelque part en creux, cette gauche-là qui est aujourd'hui fracturée, Paul Sébille, dans ces élections municipales. Que dites-vous de la gauche aujourd'hui? Est-ce qu'elle vous apparaît irréconciliable au regard des résultats de hier soir? Alors ça, c'est sans doute le cas, mais je reprends ce que disait Mélenchon et les réussites qu'il donne à Jospin, notamment les 35 heures. Qui nous rappelle que Mélenchon était un homme du Parti Socialiste avant. Voilà, exactement. La majeure partie de sa vie politique, ne l'oublions jamais. Allez-y, mais justement, les 35 heures, c'est un des bilans très ambigu de la gauche, puisque c'était évidemment une promesse à l'époque, notamment face aux échecs de la droite en 97. Mais qui ont eu des effets sur l'économie et sur la société qui pèsent encore sur la gauche. Les 35 heures, c'est aussi la smicartisation, la société, c'est-à-dire que pour réaliser les 35 heures, on a embauché plus de gens, mais notamment des jeunes à bas salaire au niveau du SMIC, et qui ont entraîné un petit peu tout ça via les exonérations de charges, etc. Donc, d'une bonne idée souvent, et c'est vrai que le Parti Socialiste a eu cette image-là, très positive, les réussites sociales, etc., mais qui ont eu des effets très négatifs et qui aujourd'hui pèsent sur ces chances, les chances de la gauche de l'emporter, puisque les Français n'ont plus confiance. À l'époque, les Français étaient d'accord pour les 35 heures, mais préféraient que ça se fasse au niveau des entreprises et pas de l'État. Je rappelle, Paul, qu'entre les deux, il y a eu un président de la République qui s'appelle François Hollande. Donc je pense qu'ils n'ont pas été si échaudés que ça. Attendez. Non, mais il fait. Il y a deux choses. Mais c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a l'élection de Hollande, s'est aussi fait beaucoup sur le rejet du sarkozysme, notamment. Mais on peut trouver tout. Objectivement, François Hollande, il est élu très largement. Il est élu sur une promesse qu'il n'a pas tenue. Donc c'est vrai qu'il y avait un malaise peut-être aussi. Lucas Jakubowicz, vous rappeliez tout à l'heure que Lionel Jospin, quelque part, avait inauguré le quinquennat, puisqu'il a régné pendant 5 années en cohabitation avec Jacques Chirac. Il avait les clés, il avait les pleins pouvoirs, sauf peut-être à l'international. Et il a été aussi précurseur, Lionel Jospin, en matière de mécanique électorale, si je puis dire, avec un brin d'ironie, puisque nous regardons là, au regard de ce qui s'est passé hier au municipal, ce qui peut se produire l'an prochain en 2027, puisque Lionel Jospin, mon cher Lucas Jakubowicz, aurait été celui aussi qui était promis pour être le futur locataire de l'Élysée et a chuté au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Je vous dis ça parce que à cause du quinquennat, je vous rappelle, à cause de l'ouverture. Mais ça raconte aussi ce qui peut se produire l'an prochain, c'est l'émiettement, que ce soit pour la droite ou pour la gauche, des candidatures, et c'est ce que nous regardons au sortir de ces municipales, qui peut disqualifier des favoris pour le deuxième tour, et un Jean-Luc Mélenchon vise un gros score qui serait un petit score, mais au-dessus des autres, pour être qualifié. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas regarder le résultat des élections municipales pour prévoir un résultat de présidentielle. Ça ne se vérifie jamais. Je vous rappelle que par exemple en 2019, tout le monde avait parlé de vague verte. En réalité, la vague verte était cantonnée à certaines grandes métropoles. Et quand vous regardez les élections présidentielles quelques années plus tard, les Verts finissent à 5%. Ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit quand on parle d'élections municipales, c'est que la majorité des communes ne sont pas partisanes, n'ont pas de liste avec des politiciens encartés, ont parfois un seul candidat.
Donc moi, je dis à tous ceux qui nous écoutent, attention, vous pouvez regarder le résultat des municipales, mais en aucun cas, il y aura des conclusions à en tirer pour la présidentielle. Il y a peut-être une petite conclusion à tirer sur l'union de la gauche, que sur le papier, l'union de la gauche peut se faire plus d'un point de vue sociologique dans les grandes métropoles que dans les petites villes. Ça a foiré dans les grandes métropoles. Donc non, j'imagine même toutes les grandes métropoles sont prises. Non, je veux dire LFIPS, l'union LFIPS. Ah oui, je veux dire, a foiré dans les grandes métropoles alors que c'était le terrain le plus favorable. Et donc j'ose même pas penser ce que ça aurait fait dans des sous-préfectures. Non, mais ça a pas foiré, c'est-à-dire il reste 40 secondes. Emmanuel Grégoire a pris la décision. Juste, dernière chose, si, bien sûr, il faut s'occuper des municipales pour une seule chose, la force que ça envoie. Lionel Jospin, en 2001, perd les municipales et on croit qu'il les a gagnées avec Toulon et Paris, avec Paris, Lyon et Dijon. En réalité, il les a perdus et ça envoie un terrible signal de faiblesse pour 2002 et la présidentielle. Paul Sébille, il aurait été précurseur. Lionel Jospin à son corps défendant. Oui, bah, c'est ça, sur cette première, ce premier échec qu'on a vu en 2017-2022, je le rappelle, l'absence de la gauche. Et attention à la lecture de ces résultats. Oui, bien sûr, évidemment. Ça, c'est évident, surtout de nos jours. Merci à tous les trois, Françoise Degois, Lucas Jakubowicz et Paul Sébille, pour ce regard croisé sur les élections municipales et la disparition de Lionel Jospin, dont il sera éminemment question avec vous. Valérie Expert, bonjour, mettez-vous d'accord. Bonjour à tous. Nous allons effectivement continuer sur les résultats des élections municipales. On vous attend, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300, la mort de Lionel Jospin. Que représentait Lionel Jospin pour vous? Quel souvenir avez-vous de lui? Et puis c'est quoi le problème? Eh bien, le monde pourrait connaître sa pire crise de l'énergie depuis des décennies. On va parler de ce scénario du pire avec le cofondateur d'Hello Watt qui va nous expliquer les conséquences de cette hausse du gaz à venir dans les jours, dans les mois qui viennent. Bonne émission à vous. Merci.